Ceci, c'est ma copie de ma plainte à la Commission des plaintes du public contre la GRC. Je l'ai envoyée à Mme André Leduc, qui travaille en Colombie-Britannique. On voit que ma plainte est reliée avec un tel mécanisme. La copie que j'ai envoyée à Mme Leduc, je ne me souviens plus comment elle était reliée. Elle a fait une analyse et elle résume en une page ses affaires. Ici, sa page est agrafée sur une copie de ma plainte. Elle me renvoie ça et elle envoie copie à la Commission des plaintes du public contre la GRC. Moi, j'ai lu son analyse, puis j'ai mis ça dans le dossier en attendant la réponse de la Commission des plaintes du public. Mon analyse est toute minutieusement faite. C'est tout très propre. Il y a une table des matières avec les arguments 1.1, 1.2, 1.3. Ensuite, on voit le développement de chaque point. Puis ensuite, il y a la table des matières des annexes A, B, C, D, E. Puis ensuite, il y a les annexes qui sont toutes les preuves à l'appui. C'est tout du travail très bien fait qui m'a pris plusieurs mois à faire. Donc là, je vais attendre plus de 3 ans la réponse de la Commission des plaintes du public. Puis je me demande s'ils ont lu la plainte. Ils disent des choses qui me semblaient avoir été adressées dans la plainte elle-même. On peut remarquer que dans la copie qui me fut envoyée par Mme Leduc, que c'est en désordre. Je n'avais pas remarqué ça lorsque Mme Leduc me l'a envoyé parce que je pensais que c'était ma plainte intégralement. Je peux retourner alentour, voir ce que j'avais travaillé depuis plusieurs mois. Donc, l'annexe D devrait être tout à la fin, parce que ça finit avec l'annexe E. Mais l'annexe D se ramasse proche du début. Et là, à ce moment-là, je remarque que ma plainte est toute en désordre, alors quelqu'un qui travaillerait là-dessus n'apprécierait pas du tout le travail qui a été mis. Si la commission m'avait demandé de renvoyer une copie de ma plainte en ordre, ça m'aurait fait plaisir de faire. J'ai mis énormément d'ouvrages à faire du bon travail. Puis maintenant, quand je regarde la réponse de la commission, puis que je regarde le papier qu'ils ont pu recevoir, la copie de la plainte qui est toute en désordre, je peux m'imaginer qu'ils ne se retrouvaient pas là-dedans. Ça a pris plus de 3 ans d'études approfondies pour arriver à cela. Maintenant, je vais passer à travers qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce que j'avais dit là-dessus sur ma plainte. Ceci est la première page de contenu du rapport de la Commission des plaintes du public contre la GRC. On remarque l'aboutissement de la reformulation de l'allégation. Moi, au début, je parlais de falsification de rapport de police. André Leduc traduit ça par de la négligence dans le devoir. Puis là, finalement, ça se ramasse à refus de faire enquête. Puis, donc, il y a un gros processus de reformulation qui va permettre à la commission de rejeter mon allégation. Eu égard à refus de faire enquête, moi, j'avais approché la GRC en pensant qu'il y avait un problème de corruption, mais la sergent m'a dit que ça prenait un gain substantiel du fonctionnaire. J'avais dit que je ne pensais pas qu'il y avait eu un gain substantiel du fonctionnaire. Donc ça a été rapidement écarté. Si la commission regarde si elle avait raison de ne pas enquêter cela, c'était déjà entendu avec elle très rapidement que ça ne serait pas enquêté parce que le critère, c'était à savoir si le fonctionnaire avait reçu un gain personnel. Si elle n'avait pas rejeté ça si rapidement, on aurait pu regarder plus en détail tout l'aspect de la corruption. Mais étant donné qu'elle l'a rejeté du revers de la main très rapidement, ça n'a pas été examiné avec elle.
la Commission des plaintes du public a reçu beaucoup plus d'informations sur mes théories sur ces histoires de corruption-là, la corruption du fonctionnaire, la corruption du système. Mais la plainte est sur la falsification du rapport de police. Il y avait une entente avec la GRC sur des actions qu'elle prendrait et elle n'a pas honoré cette entente-là. Elle a falsifié le rapport sur cet engagement-là. La GRC ne pouvait pas mentir sur l'entente d'avoir accepté de faire la vérification. Là, ça tombe dans le criminel. Donc, à la page que vous voyez ici, vous voyez le commissaire faire grand étalage de sa méthodologie. Il a tout vérifié, il est très fier de lui. Je crois que la plainte qu'ils ont reçue était en désordre parce que celle que j'ai reçue de Mme Leduc était en désordre. Ça a probablement pogné dans la photocopieuse. Toutes les copies qu'elle a faites étaient en désordre. Moi, je ne l'avais pas remarqué au moment que André Leduc m'a envoyé sa version. La Commission des plaintes du public qui dit avoir analysé ça en profondeur aurait dû m'aviser que leur copie de la plainte était en désordre, qu'ils n'arrivaient pas à se retrouver là-dedans. Et si je peux leur en envoyer une copie en ordre, ça m'aurait fait plaisir. J'ai mis plusieurs mois d'ouvrage à faire ça. Puis, j'aurais juste fait une autre copie puis que je leur aurais envoyé, ça aurait réglé cela. Alors, tout son étalage de sa méthodologie, c'est une grossière farce. L'affaire de raisonnable, quand l'inspecteur dit qu'elle a fait un choix raisonnable, la sergent, il faut voir là-dedans un choix défendable. Il y avait un choix là-dedans, OK? Puis ce choix-là, il n'est pas très explicite. Donc, je pense que ce choix-là, c'était probablement que ça dit j'ai le droit d'aller à l'encontre du code criminel si c'est pour ne pas exposer une relation de famille d'un fonctionnaire. Dans le rapport de police, on voit la falsification du but de l'appel. Puis c'est une falsification qui est très intentionnée. On voit, elle commence l'appel en disant qu'elle ne ferait pas enquête pour les raisons qu'elle m'a dit lors de notre rencontre. Il y a deux problèmes à ça. Premièrement, si elle m'a dit les raisons lors de notre rencontre, on comprend qu'elle ne ferait pas enquête. Donc, pourquoi m'appeler pour me dire cela? L'autre affaire, c'est que si elle écrit ça dans le rapport à ce moment-là, ça montre son intention de tordre son compte-rendu de cet appel téléphonique-là. Je lui réponds que l'entreprise a dû changer de nom, ce qui est une drôle de réponse pour quelqu'un qui m'aurait dit qu'elle ne veut pas faire enquête. Donc, on voit que suite à cette affaire-là de dire de ne pas m'avoir fait enquête, elle a dit autre chose. Ce qu'elle a dit, c'est qu'elle n'a pas trouvé l'entreprise. Ce à quoi je lui dis que l'entreprise a dû changer de nom. C'est assez ridicule qu'elle n'aurait pas trouvé l'entreprise parce que Mme Charest et moi, on s'entendait sur l'existence de l'entreprise. Donc, l'autre affaire, c'est qu'on voit plus loin dans le rapport que elle dit que l'entreprise n'est pas enregistrée, ce qui est un autre signe de sa stratégie de ne pas reconnaître l'existence de l'entreprise. Elle parle aussi que ce n'est pas le job de la GRC de rétablir ma crédibilité. Quand j'étais dans l'armée, j'avais une clairance de sécurité. Une clairance de sécurité, ça ressemble un petit peu à une confiance, à la confiance qui est donnée a priori. Là, dans le domaine de la haute technologie, on ne fonctionne pas tout le temps avec les codes de sécurité parce que c'est nous autres qui générons les connaissances. La connaissance existe avant d'être une connaissance classifiée. Une information existe avant d'être une information classifiée. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir une clairance de sécurité dans le domaine de la haute technologie. C'est géré différemment que dans l'armée. Mais la question de la confiance est quand même pertinente. C'est pour ça que j'avais la volonté que la GRC rétablisse ma crédibilité.
L'économie pay to play, paye pour jouer, paye pour participer, est une économie qui n'est pas facultatrice, c'est robuste. Tu payes, tu as tes subventions, tu ne payes pas, on te discrédite, on te capte, on te tasse. Faire compromettre les gens fait partie du système de la job du fonctionnaire orchestrateur, qui est probablement lui-même compromis. Par exemple, il y a une femme qui est passée à l'heure du midi à Radio-Canada il y a 20-25 ans qui disait que son fonctionnaire lui avait dit de beaucoup augmenter les dépenses prévisionnelles pour son entreprise, ce qu'elle a fait. Puis à la fin, elle s'est fait écarter pour ne pas avoir effectué ces dépenses-là, ces injections-là. Elle disait que c'était son fonctionnaire qui lui avait dit de faire ça. Personne ne la croyait parce qu'il ne voyait pas les intérêts, mais moi, je voyais bien qu'elle avait été compromise dans le but de cette économie paye pour jouer. Ce que je trouvais intéressant avec la compagnie H Communication, puis le lien avec le fonctionnaire H, c'est le même H, le même nom de famille, c'était est-ce que cette entreprise-là est utilisée pour compromettre le fonctionnaire ou si c'est un avantage qui est donné au fonctionnaire ou si ça n'a pas vraiment rapport. J'ai l'impression qu'il y a un peu des deux premiers. Un petit peu compromettre, un petit peu avantager. C'est comme ça que fonctionne le système. La GRC m'a écarté rapidement. Je n'ai pas pu regarder la question de cette façon-là avec tout l'éclairage que j'aurais pu lui apporter. Si la GRC enquête en interrogeant M. H, qui est un des intéressés dans cette façon de voir ça, c'est biaisé. La GRC, en choisissant sa personne de référence, a choisi la conclusion à laquelle elle arriverait. Puis, c'est un peu comme la commission des plaintes, en choisissant comment elle formule l'allégation, elle va arriver à décider de la conclusion. La GRC, en choisissant c'est qui ses témoins à lesquels elle fait confiance, elle va arriver à des conclusions conséquentes à ces choix-là. Donc là, on va passer à travers tout le blabla sur l'histoire de H Communication, mais c'est tout du non pertinent. Les questions qui sont intéressantes ne sont pas adressées. La question à savoir, c'était-tu son fils, sa fille, sa femme, c'est toute poche. Puis l'autre affaire, c'est que le lien entre l'entreprise et le fonctionnaire, je l'ai découvert après avoir rencontré la sergente de la GRC. J'ai les deux, là, M. H puis Mme H, travaillaient à la même place à un certain moment donné dans le passé. C'est ça que j'ai découvert, puis j'en ai fait part à la madame de la GRC. Et c'est aussi dans le rapport de police, donc la commission des plaintes était aussi au courant de ça. Alors, puis on ne voit pas ça dans le résumé de la commission des plaintes non plus. Monsieur qu'il ne connaissait pas la compagnie H Communication et qu'il n'y a jamais travaillé. Si ce qu'on remarque, c'est que la commission des plaintes fait une citation de façon à prendre sa distance par rapport à ce qui est dit. L'autre affaire, c'est que le fonctionnaire dit qu'il n'y a jamais travaillé, ça n'a jamais été allégué qu'il avait travaillé. Je crois que ça appartenait à son épouse. Le nom n'était pas H Communication, finalement c'était LH Communication. Le L, c'est un nom de femme. Monsieur H dit avoir fait une petite recherche et découvert que l'entreprise H Communication avait utilisé un local de InnoCentre il y a plusieurs années. Alors, la GRC est la seule à ne pas reconnaître l'existence de la compagnie H Communication. Ici, M. H dit m'avoir refusé toute autre subvention. Je dément ça carrément. Je n'ai pas appliqué pour autre projet. Il n'y a pas eu autre communication dans ces dates-là. Il n'y a pas rien refusé, il n'y a pas eu de demande, il n'y a pas eu de refus. La chose, c'est que à mon premier projet, il m'a demandé
aux alentours du 1er avril de lui envoyer la facture avant telle date parce que c'était la fin de l'année fiscale du gouvernement, puis que le rapport pourrait venir plus tard. Donc, il n'y avait pas eu le seul et unique rapport qu'il avait à obtenir sur le projet, mais il en a profité pour dire qu'il ne pouvait plus me supporter. Donc, la décision n'a pas été prise sur le projet, mais a dû venir des gens de Innovatech Innocentre. J'ai communiqué avec d'autres gens au Conseil national pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passait, dont M. Filion. Comme on voit à la page D15 de ma plainte, à la commission des plaintes, m'a dit qu'on ne pouvait pas être refusé a priori comme cela. Il fallait appliquer sur un projet, puis le projet pouvait être accepté ou refusé. Là, j'ai recommuniqué avec M. H, puis là, on est entré dans un deuxième projet. Il était prêt à supporter à peu près n'importe quoi. Puis, il m'a dit d'augmenter mes dépenses prévues. J'ai vu le piège. J'ai essayé d'augmenter un tout petit peu pour ne pas l'ignorer carrément, mais c'était rien d'incriminant pour moi. Puis, là, on est entré dans le deuxième projet, mais j'ai essayé d'avoir une correction financière sur tout le temps où je n'avais pas été subventionné entre le premier et le deuxième projet. Puis c'est là que j'ai été voir Mme Montgomery à Ottawa, puis que les gens y ont dit que je n'aurais pas pu voir la compagnie chez Innocentre à ce moment-là. Là, on est en train d'entrer dans du criminel. Le code de criminel commence à s'appliquer. Dans le code criminel, on n'est pas supposé d'être tout en interaction avec des témoins importants, puis surtout si c'est des témoins contre lesquels il pourrait y avoir une charge. Donc, je ne peux pas avoir communiqué avec le fonctionnaire du seul fait que j'étais en procédure criminelle ou est-ce qu'il était une partie intéressante. Finalement, l'allégation criminelle va être contre la GRC elle-même pour falsification de rapport. Mais disons que j'ai fait impliquer initialement la GRC pour éclaircir quelque chose dans lequel lui était impliqué. Donc, quand il dit qu'il m'a refusé toute autre subvention, ça laisse entendre qu'on est en communication. Puis ceci est faux, puis c'est grave parce qu'on est en matière, en procédure criminelle dans ma tête. Donc, je te demande qu'il m'ait dit ça parce que ça aurait été une erreur en procédure criminelle. Lorsque j'étais voir Mme Montgomery à Ottawa, je soupçonnais de la corruption au sens large du mot. La stratégie de défense a été de me discréditer en disant que je ne pouvais pas avoir vu la compagnie à la porte de Innovatech Innocentre au moment où j'y suis allé. Alors, comment expliquer que je sache que l'entreprise avait été chez Innovatech Innocentre? Je n'ai pas fouillé dans leurs archives. Donc, cette collusion-là des inférieurs, tout d'un coup, prenait son importance parce qu'elle me coupait ma crédibilité. Alors, lorsque j'ai appliqué la GRC, c'était dans le cadre d'une théorie de la corruption au sens large et aussi, surtout, pour briser la collusion des inférieurs. Donc, ici, dans le rapport de la Commission des plaintes publiques, il parle de corruption, mais il y a aussi, de façon très importante, la question de la collusion qui va entraîner la falsification du rapport de police, éventuellement la charge contre la police plutôt que contre la fonction publique. Ici, ils disent que j'ai fourni aucune preuve que la compagnie de communication a reçu un appui du Conseil national de la recherche du Canada et, sur cette base, vont rejeter ma plainte. Au point 2.12, cette question est déjà adressée. Point 2.12 de ma plainte. Je fais référence à un fax que j'ai envoyé à Mme Margot Montgomery le 24 juillet 2000, où je lui dis que la compagnie Communication LH a probablement jamais été supportée par le PARI, le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherche du Canada. Copie de ce fax-là est joint à ma plainte
à la commission des plaintes, à la page D29 et D30. Donc, la commission des plaintes est pleinement informée de ma position. La page a été tournée là-dessus depuis longtemps, que ce n'est pas une allégation que j'ai, mais je choisis d'adresser cette allégation-là pour pouvoir rejeter ma plainte. Mon allégation, c'est que la sergent a falsifié le rapport de police et n'ont jamais adressé cette question-là. S'amuse. Ce produit a 2 entrées et une sortie. Il compte, il mesure une période de temps ou il mesure un taux, un nombre d'événements par seconde ou par minute. Il est configurable en une des 16 configurations par l'utilisateur ou le distributeur.